Elle m'a jeté le café brûlant en pleine poitrine et a hurlé « Donne ta carte bleue à mon fils ou dégage d'ici ». J'ai marché dans l'obscurité glaciale, pour apprendre plus tard que la maison n'était plus vraiment la sienne. Ce moment n'a cessé de tourner en boucle dans ma tête bien après mon départ. Le bruit m'est revenu en premier. Pas sa voix, pourtant assez perçante, mais le sifflement, ce grésillement rapide et laid du liquide bouillant traversant le coton pour embrasser ma peau nue. Ça ressemblait au bruit de quelque chose qui meurt dans une poêle. Il était 7h12 un mardi matin à Valence, dans la Drôme. Je m'en souviens parce que je venais de vérifier l'horloge au-dessus du micro-ondes, celle qui avançait toujours de 4 minutes. La cuisine sentait les vieux dossiers et le pain grillé. Le téléphone de Tristan vibrait sur la table, bourdonnant contre le stratifié bon marché comme un insecte piégé. Je m'appelle François Calderon. J'avais 58 ans ce matin-là. J'avais travaillé 30 ans comme électricien syndiqué, tirant des câbles dans des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. J'avais pris une retraite anticipée après une blessure à l'épaule qui n'avait jamais bien guéri. Je croyais au paiement des factures à l'heure, au respect de la parole donnée et au fait de ne pas prendre ce qui ne m'appartenait pas. Je n'aurais jamais pensé me retrouver debout dans ma propre cuisine, agressé par ma femme. Dorine se tenait près l'évier, serrant le mug comme une arme. Ses yeux n'étaient pas fous, ce qui m'effrayait davantage. Ils étaient plats, fatigués, déterminés. François, dit-elle trop calmement, on en a déjà parlé. Tristan ne leva même pas les yeux. Il était assis à la table dans son sweat à capuche, ses pouces glissant sur son téléphone, graisseux de son petit déjeuner, laissant des traces sur l'écran. Les applis clignotent en rouge, marmonna-t-il, les paiements sont dus aujourd'hui. Je posai ma gamelle. Le métal résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Je t'ai dit non, dis-je, je ne mets pas ma carte de crédit entre ses mains. C'est là que Dorine a craqué. As-tu la moindre idée de ce qui se passe si sa voiture est saisie, dit-elle. Tu veux qu'il reste coincé ici? C'est ça que tu veux. J'ai ri une fois, sans humour. Il est coincé ici depuis 3 ans. Tristan leva enfin les yeux, un demi-sourire tirant sur sa bouche. T'as ta pension, dit-il, tu l'économises pour la tombe? Je regardai Dorine, attendant quelque chose. Un hochement de tête. Un mot pour ma défense. Elle poussa l'assiette de froid vers moi à la place. Fais-le, François, dit-elle, la famille passe avant tout. Quelque chose se serra dans ma poitrine. La famille ne jette pas les gens dehors, dis-je, la famille ne vide pas les comptes. C'est là que le café a volé. Il a frappé mon épaule gauche et ma poitrine, traversant ma chemise, brûlant profondément et rapidement. J'ai halté. Le mug a rebondi sur mon bras et s'est brisé sur le carrelage. Des morceaux ont glissé sous la table. J'ai remarqué bêtement que c'était le mug avec notre photo de famille d'un Noël il y a 10 ans. Nous tous souriant comme si rien ne pouvait jamais aller mal. Donne l'argent ou dégage, hurla Dorine. Ma peau semblait rétrécir, se recroqueviller. Je suis resté là une seconde, étourdi, fixant la vapeur s'élevant de ma chemise. Puis j'ai hoché la tête. D'accord, dis-je. Ma voix semblait lointaine. Je m'en vais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je suis allé au placard du couloir et j'ai pris ma veste, mes clés, mon portefeuille. J'ai tendu la main vers l'étagère et pris le petit coffre-fort portable. J'y gardais mes papiers et mes actes de propriété, des choses que je ne confiais jamais tout à fait à quelqu'un d'autre. Tristan ricana. Il était temps. Je suis sorti dans le froid. L'air de mars a giflé ma chemise mouillée comme une punition. Le givre s'accrochait au bord du pare-brise de ma vieille Peugeot. Je me suis assis sur le siège conducteur et j'ai juste respiré. Chaque inspiration faisait mal là où la brûlure se resserrait déjà comme une bande trop tendue. J'ai conduit directement aux urgences de l'hôpital. L'infirmière a décollé ma chemise et a aspiré son souffle. C'est moche, dit-elle. Incident domestique? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Vous devriez prendre des photos, ajouta-t-elle doucement. J'ai fixé les dalles du plafond pendant qu'elle bandait mon épaule. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de preuves contre ma propre femme, pensais-je comme si je montais un dossier. Quand je suis retourné à ma voiture, mon téléphone a vibré, une notification de ma banque. Demande d'ajout d'utilisateur autorisé, Tristan Mercier. Mes mains ont commencé à trembler.
J'ai conduit jusqu'au parking d'un supermarché et je suis resté là avec un gobelet d'eau glacée pressé contre ma brûlure. L'odeur du café me retournait l'estomac. J'ai appelé René, mon vieux pote du syndicat, le gars qui s'était tenu à côté de moi au pot de départ comme aux enterrements. Elle m'a jeté du café dessus, dis-je. Il y eut un long silence. Puis René dit, tu peux crècher chez moi. Cette nuit-là, allongé sur un vieux fauteuil dans le sous-sol de René, mon épaule me lançait. Je ne cessais de repenser à une conversation de l'année précédente. Dorine debout près de la table de la cuisine avec une pile de papier. C'est juste pour nous protéger, avait-elle dit. Au cas où il t'arriverait quelque chose. Je me souvenais avoir signé avec un stylo noir. J'utilisais toujours du noir, mais sur la copie que j'avais vue plus tard, l'encre semblait bleue. Je fixais le plafond, écoutant la chaudière s'allumer et s'éteindre, et je sentais la brûlure sous mon bandage me démanger et se tendre. Pour la première fois, je réalisais qu'être mis à la porte n'était peut-être pas la pire chose qui soit arrivée ce matin-là. La maison était peut-être déjà en train de me glisser entre les doigts. Le sous-sol de René sentait le béton humide et la vieille huile de moteur. Le fauteuil grinçait chaque fois que je changeais de position, et mon épaule me rappelait par un tiraillement vif que la brûlure était toujours là, vivante sous le bandage. Le sommeil vint par morceaux. Chaque fois que je m'assoupissais, j'entendais à nouveau ce sifflement, le café frappant ma peau. René était déjà levé quand je suis monté, faisant frire des œufs dans une poêle en fonte comme il le faisait toujours. 61 ans, les genoux en compote, le dos raide, mais bougeant toujours comme un homme qui avait pointé à l'usine toute sa vie. « T'as une sale tête, dit-il en faisant glisser une assiette vers moi. « Je me sens encore pire, répondis-je. Il ne demanda pas de détails. René savait se taire. Il hocha juste la tête et versa du café dans une tasse ébréchée. Je n'y ai pas touché. Après son départ pour son rendez-vous chez le médecin, je me suis assis à la petite table de jeu au sous-sol et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient en me connectant à mes comptes bancaires. Ce tremblement ne venait pas de la douleur. C'était la peur qu'on ne veut pas encore nommer. Les chiffres ne mentaient pas. Il y avait des retraits d'espèces dont je ne me souvenais pas. 3 cents par-ci, 4 cents par-là. Des frais empilés sur des frais, un abonnement pour une appli de paris sportif dont je n'avais jamais entendu parler, un autre pour un truc appelé Boost Express. Tout depuis ma carte, tout au milieu de la nuit. J'ai cliqué plus loin. Un crédit à la consommation, 500 €, au nom de Tristan, mais avec mon adresse, mon numéro de téléphone, mon historique bancaire. Je me suis adossé et j'ai fermé les yeux. Il ne voulait pas d'aide. Je pensais qu'il voulait juste un accès. Mon téléphone sonna. Le nom de Dorine s'illumina sur l'écran. J'ai répondu. « Tu es content maintenant, dit-elle. Pas de bonjour, pas de pause. Je suis brûlé, dis-je. Tu m'as jeté du café dessus. Tu m'as provoqué, claqua-t-elle. Tu as humilié Tristan. Il s'est humilié tout seul, dis-je, en essayant de me voler. La voix de Tristan traversa le haut-parleur, forte et perçante. Voler? Tu vis sur le salaire de maman depuis que tu t'es blessé. Je ris amèrement. J'ai payé cette maison pendant 20 ans. Tu ne travailles même plus, dit-il. À quoi tu sers? Dorine ne l'arrêta pas. Elle soupira juste. François, reviens et sois raisonnable. J'ai fini d'être raisonnable, dis-je avant de raccrocher. 1 heure plus tard, j'étais assis en face d'une femme nommée Madame Paul à l'agence bancaire de l'avenue Victor Hugo. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne et avait la voix calme et posée de quelqu'un qui avait vu beaucoup de dégâts. Elle écouta sans m'interrompre pendant que je déballais tout, la brûlure, la demande, les débits. Quand j'eus fini, elle croisa les mains. Je vois ça plus souvent que vous ne le pensez, dit-elle. Surtout avec les clients plus âgés, la pression familiale. Aidez-moi juste cette fois. Qu'est-ce que je fais, demandai-je. On verrouille tout, dit-elle. Aujourd'hui. Elle m'a guidé étape par étape. Opposition pour fraude, nouvelle carte, nouveau mot de passe. Elle a bloqué toute tentative d'ajouter un mandataire. Elle m'a aidé à ouvrir un compte courant séparé et à rediriger le versement de ma retraite. Ce n'est pas vous qui abandonnez votre famille, dit-elle doucement. C'est vous qui vous protégez. Cette phrase est restée avec moi. En sortant de la banque,
j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mardi matin. Le contrôle. Ça n'a pas duré. Le soir, mon téléphone vibrait sans arrêt. Ma sœur Linda, 2 gars de l'église, un voisin à qui je parlais à peine. Pourquoi tu es parti, François? Dorine dit que tu t'es barré. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le jeudi après-midi, je suis retourné à la maison pour récupérer des vêtements et mes outils. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai fixé l'endroit que j'avais peint, réparé et payé. La porte du garage ne s'ouvrait pas. J'ai retapé le code. Rien. Tristan sortit du jardin latéral, les clés pendant à son doigt, souriant comme s'il m'attendait. Code changé, dit-il. Tu n'habites plus ici. Je viens chercher mes affaires. Je dis, tu as déjà eu ce que tu méritais. J'ai remarqué la voiture alors, un 4x4 Audi noir brillant, sentant encore le neuf, garé exactement là où ma vieille Peugeot avait l'habitude d'être. Tristan s'appuyait dessus comme si c'était un trône. En se tournant, quelque chose dépassait de sa poche arrière. Un prospectus glacé, H, signature rapide, sans banque. Je suis parti sans un autre mot. Ce soir-là, René et moi étions assis dans sa cuisine. Il ouvrit 2 bières et m'en fit glisser une. Je fixai la condensation coulée le long de la bouteille. Il perd de l'argent, dit René. Les gars comme ça ne demandent pas de carte de crédit à moins d'être désespérés. Je l'ai élevé, dis-je doucement. Depuis qu'il a 15 ans. Je lui ai appris à conduire. Je me suis porté garant pour son premier prêt. René secoua la tête. Tu n'as pas élevé un voleur. Tu en as fait confiance à un. Vendredi matin, en passant devant la maison sur le chemin du cabinet d'avocat, j'ai vu Tristan dans l'allée parler à un homme que je ne reconnaissais pas. Un costume gris bon marché, sans cravate. Le type tendit un dossier à Tristan. Tristan hocha la tête rapidement comme un chien attendant une friandise. Je ne savais pas qui était l'homme. Mais je savais une chose. Tristan ne cherchait plus ma carte de crédit. Il cherchait quelque chose de plus gros. Et quoi qu'il planifiât, il était assez stupide pour penser que je ne le remarquerais pas. Le bureau de maître Diane Lemaire se trouvait au-dessus d'une agence d'assurance fermée en centre-ville, le genre d'endroit devant lequel on passe 100 fois sans jamais le remarquer sauf si on a besoin d'aide. La cage d'escalier sentait la poussière. Mon épaule me lançait à chaque marche, me rappelant que les blessures se fichent de la fierté. Diane avait la soixantaine. Cheveux gris tirés en arrière, lunettes perchées bas sur le nez. Son bureau sentait le papier, le vrai papier, et le tonneur d'imprimante. Pas de posters inspirants, juste des étagères de classeurs et une photo encadrée du palais de justice. Racontez-moi depuis le début, dit-elle en cliquant son stylo. Je l'ai fait. Le café, la demande de carte, Tristan, la banque, le prospectus. Elle n'a pas scié une seule fois. Quand j'eus fini, elle s'adossa et dit, François, nous allons ralentir tout ça. On ne règle pas la panique par la panique. Elle étala mes documents sur le bureau. Les actes, les relevés, le mandat de protection future que Dorine avait insisté pour mettre en place après ma blessure à l'épaule. Ce mandat, dit Diane, c'est vous le mandant. Ça veut dire que c'est à vous. Où ça l'était? Elle fit glisser une page vers l'avant. Cet avenant, c'est ça le problème. Mon estomac se noie. L'encre semblait fausse. Bleu, pas noir. Je signe toujours en noir, dis-je. Diane hocha la tête. Vous seriez surpris de voir à quel point ça compte souvent. Elle pointa la ligne du témoin. Ce témoin, ce n'est pas un notaire. Il n'est pas neutre. Il est lié à Tristan. Ma mâchoire se serra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a matière à prouver un abus de faiblesse ou une falsification, dit-elle. Mais ça veut aussi dire que rien n'est automatique. Nous avons besoin de preuves et de patience. La patience n'avait jamais été mon fort. Le métier d'électricien vous apprend à résoudre les problèmes rapidement, mais là, ce n'était pas du cuivre et des gaines. C'était du papier et des gens. Diane exposa le plan, simple et clair. Premièrement, une séparation de corps, non pas parce que je voulais être libre, mais parce que ça me donnait un statut juridique. Deuxièmement, une requête d'urgence pour l'occupation exclusive du domicile conjugal en citant les violences.
Troisièmement, une demande pour geler toute modification du patrimoine jusqu'à ce que le tribunal examine l'affaire. Ce n'est pas de la vengeance, dit-elle. C'est de la protection. J'ai hoché la tête, bien que ma poitrine semblât vide. Ce n'est pas un monstre, dis-je. Dorine a peur. Elle a peur de finir fauchée. Les yeux de Diane s'adoucirent une demi-seconde. La peur fait faire de terribles calculs aux gens, dit-elle, mais ça n'excuse pas ce qui s'est passé. René m'a aidé à récupérer ce que je pouvais de la maison légalement et prudemment. Pendant que Dorine et Tristan étaient sortis, nous avons rassemblé le courrier de la boîte qui portait encore mon nom. À l'intérieur d'une boîte de céréales sur l'étagère du garde-manger, j'ai trouvé des lettres pliées avec des tampons rouges, dernier avis, mise en demeure. Elles n'étaient pas adressées à moi. De retour au bureau de Diane, je les ai étalées. Elle ne sourit pas. Elle hocha juste la tête comme un médecin confirmant un diagnostic. Ils se noient, dit-elle. Et les gens qui se noient s'accrochent à tout ce qui flotte. Cet après-midi-là, mon téléphone vibra à nouveau. Demande de crédit reçu. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère cette fois, mais de la clarté. Tristan n'était pas imprudent. Il était acculé. Et les hommes acculés font des erreurs publiques. Diane déposa les requêtes avant la fin de la journée. En quittant son bureau, elle dit, « François, si quelqu'un se présente en prétendant acheter votre maison, appelez-moi. N'engagez pas la conversation. Laissez la paperasse parler. » Cette nuit-là, allongé dans le fauteuil de René, mon épaule me démangeant sous le bandage, je fixais le ventilateur de plafond tourner lentement. J'avais passé ma vie à réparer des choses avec mes mains. Maintenant, j'apprenais à me battre avec de l'encre. Et l'encre, je commençais à le comprendre, dure plus longtemps que les bleus. Je n'ai pas vu cela arriver moi-même. J'en ai entendu parler par la voix de Dorine. Aigu, paniqué, se brisant au téléphone pendant que je me tenais dans l'allée de René, clé en main, ne sachant pas si je devais monter dans la voiture ou juste m'asseoir sur le trottoir. « Il y a un homme dans la maison, dit-elle. »« François, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai fermé les yeux. « Quel genre d'homme ?» demandai-je. « Un étranger. En costume. Il est calme. Trop calme. » Son souffle se coupa. Il dit que je n'ai pas le droit d'être ici. C'était jeudi, 16h40, l'heure où la lumière s'amincit et où tout semble exposé. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Marc Perrier, huissier de justice, agissant sur instruction du tribunal en attendant l'audience. Pas de sirène, pas de cri, juste un porte-bloc et une voix qui ne montait pas, peu importe combien Dorine criait. « Madame, lui dit-il, j'ai besoin que vous reculiez pendant que je complète l'inventaire. » Dorine a dit qu'elle lui avait demandé pour qui il se prenait. « Je représente la propriété, dit Marc, pas les personnes. » Tristan déboula derrière elle, gonflé comme un coq. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il. C'est notre maison. » Marc ne s'y a pas. « Monsieur, vous n'êtes pas sur l'acte de propriété, ni nommé dans le mandat, ni listé sur les factures. Veuillez sortir. » Cette phrase fit plus de dégâts que n'importe quelle menace que j'aurais pu proférer. Quand Dorine m'a finalement eu au bout du fil, elle sanglotait. « Tu m'as prise en traître, dit-elle. Tu m'as humilié. Tu m'as jeté du café dessus, dis-je doucement, et tu m'as dit de dégager. » Il y eut un silence sur la ligne. Je pouvais entendre Tristan en arrière-plan faire les 100 pas, jurer. « Tu n'avais pas besoin d'impliquer des étrangers, dit-elle. » J'ai regardé mon épaule bandée. « Tu l'avais déjà fait, dis-je. Tu ne les as juste pas appelés par ce nom. » Après l'appel, René me tapa dans le dos. « C'est ça le truc avec le papier, dit-il. Ça ne discute pas. » Mais les retombées arrivèrent vite. Ma sœur appela ce soir-là. « Dorine dit que tu as envoyé un type pour la virer. » J'ai envoyé une ordonnance du tribunal et dis-je. « C'est ta femme, dit ma sœur. Pas ton ennemi. » Je voulais hurler. À la place, j'ai fixé la tache d'huile sur l'allée de René et j'ai dit, j'essaie de garder un toit au-dessus de ma tête. Le vendredi matin, la nouvelle s'était répandue. Au café, à l'église, les gens choisissaient leur camp sans poser de questions. J'ai failli perdre mon calme quand un type que je connaissais depuis 20 ans secoua la tête et me dit, « J'aurais jamais cru que tu lui ferais un coup pareil. » Ce qui m'a gardé stable n'était pas la colère.
C'était l'image de l'huissier debout dans mon salon, cataloguant les meubles avec un stylo comme si c'était juste un autre jeudi. Cet après-midi-là, Tristan m'a laissé un message vocal. Sa voix était mince, tendue. « Tu crois que t'es malin, dit-il. Tu crois que les papiers te rendent intouchable? Je vais te ruiner. » Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai transféré le message à Diane. Elle répondit par une ligne, « Bien. » Laissez-le continuer à parler. Le soir venu, l'huissier avait terminé l'inventaire. Rien de tapas accent grave-l'œil, pas de drame, juste de la documentation. Qu'est-ce qui était à moi? Qu'est-ce qui était commun? Qu'est-ce qui ne pouvait pas être touché? Dorine envoya un dernier SMS. S'il te plaît, arrête. J'ai tapé, effacé, retapé. On laissera le juge décider. Je me suis assis au bord du fauteuil de René, écoutant le ronronnement de la chaudière, la brûlure me démangeant comme elle le faisait toujours quand j'étais anxieux. Pour la première fois depuis mardi matin, j'ai senti le sol bouger, non pas sous moi, mais sous eux. L'étranger en costume n'avait pas élevé la voix. Il n'en avait pas eu besoin. Les vendredis soirs à la brasserie locale avaient leur propre rythme. Le même bruit de vaisselle, la même odeur de steak frites, les mêmes hommes s'installant sur les chaises en métal comme si leurs articulations étaient quelque chose avec quoi il fallait négocier. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais René a dit que rester à l'écart paraîtrait pire. Alors, j'y suis allé. La salle devint calme de cette façon dont les gens font semblant que ça n'arrive pas. Pas silencieuse, juste plus mince. Les conversations baissaient, les regards glissaient sur moi trop vite. J'ai pris un plateau et je me suis mis dans la file. La brûlure sous ma chemise me démangeait, la peau encore tendue comme pour me rappeler de ne pas oublier. François, dit quelqu'un, salut. Un demi-sourire, un hochement de tête, puis un chuchotement derrière moi. C'est lui? Il est parti, non? J'ai entendu dire qu'elle avait peur. Je gardais les yeux sur mon assiette. À une table d'angle, Dorine était assise raidement, les mains jointes autour d'un verre. Tristan s'étalait à côté d'elle dans une veste neuve, le bras drapé sur la chaise comme s'il était propriétaire des lieux. Quand il me vit, sa bouche se courba vers le haut juste assez. René se pencha vers moi. Ne mords pas à l'hameçon, murmura-t-il. Laisse-le parler. J'ai mangé en silence. La nourriture avait le goût du carton. Chaque crissement de fourchette semblait trop fort. Au milieu du repas, Dorine se leva. Sa voix tremblait, mais elle portait. Je veux juste que les gens sachent, dit-elle, que je n'ai rien demandé de tout ça. Mon estomac se décrocha. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'avait pas à le faire. Tristan intervint doucement. François est confus, dit-il. Il a été soumis à beaucoup de stress. On essayait juste de l'aider. Quelques têtes hochèrent. Je sentis mes mains se fermer en poing sous la table. La voix de Diane résonna dans ma tête, gagnée sur le papier. Après le dîner, dehors, sous les lumières jaunes grésillantes, un homme que je connaissais à peine s'approcha de René. J'ai vu Tristan la semaine dernière, dit-il doucement. Avec un type qui parlait vite, des papiers en main. Les sourcils de René se levèrent. Il me jeta un coup d'œil. C'était la première fissure. Le lundi matin arriva froid et gris. Le palais de justice sentait le vieux bois et le désinfectant. Je m'assis sur un banc dur, les mains jointes, le cœur battant lentement et lourdement. Tristan entra en portant un costume bleu marine bon marché. La manche avait encore une étiquette cachée sous le poignet. Quand il essaya de s'appuyer contre le mur, un huissier d'audience s'éclaircit la gorge. Tristan Mercier, dit l'homme, tenez-vous correctement. Tristan rougit. Il marmonna. Dorine évitait mon regard. À l'intérieur de la salle d'audience, Diane parla clairement. Pas de théâtre, juste des faits. Les photos de la brûlure, les relevés bancaires, l'avenant falsifié, le témoignage du voisin, l'inventaire de l'huissier. Tristan essaya d'interrompre une fois. La juge leva la main. Monsieur, dit-elle, vous aurez votre tour. Il ne l'eut jamais vraiment. Quand ce fut fini, Dorine s'effondra dans le couloir. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, sanglota-t-elle. Il a dit que ce serait temporaire. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle semblait petite, vieille.
Je t'ai demandé d'arrêter, dis-je. Tu m'as dit de partir. Elle tendit la main vers mon bras, puis se figea quand elle vit le bandage. Son visage se chiffonna. Je suis désolé, chuchota-t-elle. J'ai reculé. Certaines excuses arrivent trop tard pour réparer quoi que ce soit. Alors que Tristan était escorté pour traiter une autre affaire, amendes impayées, contraventions, les gens regardaient. Pas lui. Moi. Dehors, René posa une main sur mon épaule. Tu as tenu bon, dit-il. C'est comme ça qu'on gagne. J'ai hoché la tête, regardant Dorine disparaître seule en bas des marches. Les habitués du bistrot allaient parler. Ils le faisaient toujours. Mais maintenant, ils avaient toute l'histoire. La salle d'audience s'est vidée comme une pièce le fait après un orage, chaises qui raclent, papier qui s'entrechoquent, voix basse et incertaine. Je suis resté assis un moment, mains jointes, laissant ma respiration ralentir. Mon épaule me démangeait sous le bandage, un rappel sourd que la douleur ne part pas juste parce que les cris s'arrêtent. Diane se pencha. C'est fait, dit-elle. Du moins la partie qui compte. Les ordonnances de la juge étaient assez claires. La modification du mandat était gelée en attendant examen. La tentative d'hypothéquer la maison ne menait nulle part. Tristan était banni de la propriété et avait interdiction d'entrer en contact avec moi. Toute nouvelle magouille financière lui vaudrait des ennuis bien plus graves que des amendes impayées. Pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements, juste de l'encre. Alors que les gens passaient, je sentais des regards sur moi, curieux, prudents, recalibrant leur opinion. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté au bistrot hochaient maintenant la tête rapidement et maladroitement, comme s'ils m'avaient croisé dans un rayon de supermarché et ne savaient pas quoi dire. Dorine attendait près des portes. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ses épaules étaient voûtées, ses mains tordaient un mouchoir jusqu'à ce qu'il se déchire. Quand nos yeux se sont croisés, elle a dégluti. « François, dit-elle. » Je me suis approché. De près, je pouvais voir les lignes au coin de sa bouche, celles qui se creusaient quand elle s'inquiétait. Je me souvenais des matins où ces lignes signifiaient qu'elle pensait aux factures ou à la santé de sa mère. Je me souvenais l'avoir aimée pour ça. La façon dont elle portait les fardeaux silencieusement. Je ne pensais pas qu'il essaierait de la vendre, dit-elle. Il m'a dit que c'était juste de la paperasse, que ça gagnerait du temps. J'ai hoché la tête. Le temps coûte cher, dis-je, et il dépensait le mien. Elle jeta un coup d'œil à mon épaule. Je n'ai jamais voulu te faire mal. Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans ma tête, j'entendais à nouveau le sifflement, le mug qui se brise, les mots qui ont suivi. Je te crois, dis-je finalement. Mais te croire ne répare pas ce qui s'est passé. Ses yeux s'emplirent d'eau. Elle tendit la main, puis la laissa retomber. Est-ce qu'on peut recommencer? La question resta suspendue entre nous comme de la fumée. Je ne sais pas, dis-je. Pour l'instant, j'ai besoin de calme. Elle hocha la tête comme si elle s'y attendait. Nous sommes restés là une seconde de plus, puis elle se tourna et descendit les marches seule. René m'attendait dehors, les mains dans les poches de sa veste. Un café, demanda-t-il avec un demi-sourire. Pas aujourd'hui, dis-je. Nous sommes retournés à la maison en silence. La rue semblait la même. Arbre nu, trottoir fissuré, un panier de baskets sans filet. Quand j'ai déverrouillé la porte, l'odeur à l'intérieur m'a arrêté. Vieux tapis, nettoyant au citron, et faiblement, du café. Les étiquettes d'inventaire de l'huissier avaient disparu. Les pièces semblaient plus grandes sans le bruit de Tristan pour les remplir. J'ai marché lentement, touchant le dossier d'une chaise, le bord du comptoir. Dans la cuisine, le mug cassé n'était plus là. À sa place trônait un mug blanc ordinaire, propre et vide. Je suis resté là un long moment. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit. Le matelas grinçait comme toujours. Le ventilateur de plafond cliquetait sur sa vitesse la plus basse. Quand je me suis tourné sur le côté, mon épaule a tiré puis s'est apaisée. Le matin, je suis allé au café sur l'avenue. Même banquette, même serveuse. Elle posa une assiette d'œufs et de pain grillé et dit « Dure semaine ». J'ai eu un petit sourire. On peut dire ça. Un homme de l'amicale s'arrêta à ma table. Puis un autre. Pas de discours, juste des hochements de tête. Une main sur mon épaule.
de la reconnaissance. Ça comptait plus que de gagner ne l'a jamais fait. Je ne vous dirai pas que tout s'est arrangé tout seul. Ce n'est pas le cas. Le papier peut protéger une maison, mais il ne peut pas reconstruire la confiance. Certains soirs, le silence semble trop grand. Certains matins, je tressaille encore quand je sens l'odeur du café qui passe. Mais j'ai appris quelque chose à 58 ans que j'aurais aimé apprendre plus tôt. L'amour ne doit pas coûter votre dignité. La famille n'a pas le droit de vider vos comptes et d'appeler ça de l'aide. Et quand les mots échouent, le papier lent, ennuyeux et honnête peut dire la vérité à haute voix. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà dû partir pour vous sauver, sachez ceci, vous n'êtes pas faible d'avoir choisi la sécurité plutôt que le silence. Vous n'êtes pas cruel d'avoir tracé une ligne. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de dire non et de le penser vraiment. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez entendre plus d'histoires vraies sur la façon de tenir bon de la bonne manière, pensez à aimer et à vous abonner. Vous n'êtes pas seul.